Salut! L'un des formats les plus appréciés par les membres de la communauté du French Club, c'est celui de la série Histoire pour progresser en français. C'est une série que j'ai créée tout spécialement pour les personnes qui veulent améliorer leur compréhension orale. Dans cette série, à chaque fois, j'utilise la même routine. Tout d'abord, je te raconte une petite anecdote, une petite histoire personnelle. C'est une histoire qui dure entre 2 et 3 minutes. Puis, je te fais écouter cette histoire une deuxième fois avec la transcription partielle. Et lors de cette deuxième écoute, tu dois identifier les mots clés de l'histoire. Tu dois retrouver les mots clés, les mots importants de l'histoire. Et enfin, on termine toujours par une troisième écoute avec la transcription intégrale pour valider le travail que tu as fait. Comme ce format a été très apprécié, j'ai décidé de faire une compilation des 5 épisodes, d'accord, que tu pourras écouter à chaque fois 3 fois. En tout, il y a près d'une heure, il y a 50 minutes d'écoute, 50 minutes de compréhension orale. Alors si un épisode te plaît et que tu veux accéder à la vidéo complète avec toutes les explications, notamment sur les mots-clés, je te mets le lien de ces vidéos dans la description. Et tu le sais, si tu souhaites accéder au PDF avec la liste de vocabulaire, avec la transcription intégrale, si tu souhaites également accéder à toutes les activités interactives autour de ces écoutes, autour de cette série, eh bien je t'invite à devenir membre du club de français en ligne. Voilà qui est dit. Avant de commencer, tu me mets un énorme like à cette vidéo. Tu penses à t'abonner à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait, parce que chaque semaine, je mets du contenu pour les personnes comme toi, les étudiants de français. Allez, bonne heure d'écoute. Nuit à la belle étoile. Il y a bien longtemps, lorsque j'étais encore adolescent, je me trouvais en vacances chez ma cousine qui habite Saint-Étienne, une ville du centre de la France. Clémentine, c'est le prénom de ma cousine, m'a alors proposé de faire une randonnée en forêt avec son petit ami Brice, qui est devenu par la suite son mari, et Charlotte, une amie à elle. J'étais le plus jeune du groupe. Les 3 autres avaient 18 ans, ils étaient déjà étudiants à l'université, tandis que moi, je n'avais que 15 ans et je n'étais qu'au lycée. Après une longue journée de marche sur les sentiers, nous sommes arrivés au bivouac. Nous avons dîné, puis nous nous sommes installés dans nos sacs de couchage. Pour la première fois de ma vie, j'allais dormir à la belle étoile. J'étais sur le point de m'endormir quand, soudain, un énorme bruit m'a réveillé, celui d'un sanglier. Il a approché son museau de mon sac de couchage et a commencé à me renifler. J'étais terrifié. Je me suis caché au fond du sac. Ma cousine et son fiancé étaient également effrayés. Quant à Charlotte, elle dormait à poing fermé. Puis, le sanglier a disparu. Quelque temps plus tard, j'ai accompagné ma cousine au petit coin. Évidemment, elle ne voulait pas y aller seule, de peur de rencontrer l'animal. En revenant vers nos sacs de couchage, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec notre sanglier. J'étais pétrifié et ne savais pas quoi faire. Tout à coup, ma cousine a poussé un énorme cri de panique et s'est mise à courir. Je savais que ce n'était pas la meilleure réaction, mais j'ai suivi ma cousine. En me retournant, j'ai réalisé que le sanglier avait fui dans l'autre sens. Il avait eu peur de nous. Le lendemain, au petit déjeuner, nous plaisantions sur cette péripétie. Cependant, Charlotte, qui écoutait notre histoire, ne croyait pas un seul mot de ce qu'on lui racontait. « C'est bon, ça a été ? Alors je pense que je t'ai raconté cette histoire sur un rythme qui est
soutenu, c'est-à-dire qui n'est ni trop lent ni trop rapide. Cependant, il y a probablement encore 2-3 parties de cette histoire qui ne sont pas très claires pour toi, et c'est normal parce qu'il y avait du vocabulaire et des expressions qui sont un petit peu compliquées. Et bien justement, maintenant, je te propose de te concentrer sur ces parties qui étaient un peu compliquées, sur les mots clés. Cette fois-ci, tu vas pouvoir réécouter l'histoire et il y a des mots manquants ou des expressions manquantes. D'accord ? Ce sont des espaces qui sont laissés en blanc et tu vas devoir compléter ces mots et ces expressions clés. Tu peux faire ceci directement sur le PDF que je t'ai laissé à télécharger avec un crayon. Si tu préfères, tu peux le faire avec ton ordinateur. Je t'ai laissé un petit exercice sur la plateforme du Club de français en ligne. Allez, tu es prêt pour la deuxième écoute ? Nuit à la belle étoile. Il y a bien longtemps, lorsque j'étais encore adolescent, je me trouvais en vacances chez ma cousine qui habite Saint-Étienne, une ville du centre de la France. Clémentine, c'est le prénom de ma cousine, m'a alors proposé de faire une randonnée en forêt avec son petit ami Brice, qui est devenu par la suite son mari, et Charlotte, une amie à elle. J'étais le plus jeune du groupe. Les 3 autres avaient 18 ans, ils étaient déjà étudiants à l'université, tandis que moi, je n'avais que 15 ans et je n'étais qu'au lycée. Après une longue journée de marche sur les sentiers, nous sommes arrivés au bivouac. Nous avons dîné, puis nous nous sommes installés dans nos sacs de couchage. Pour la première fois de ma vie, j'allais dormir à la belle étoile. J'étais sur le point de m'endormir quand, soudain, un énorme bruit m'a réveillé, celui d'un sanglier. Il a approché son museau de mon sac de couchage et a commencé à me renifler. J'étais terrifié. Je me suis caché au fond du sac. Ma cousine et son fiancé étaient également effrayés. Quant à Charlotte, elle dormait à poing fermé. Puis, le sanglier a disparu. Quelque temps plus tard, j'ai accompagné ma cousine au petit coin. Évidemment, elle ne voulait pas y aller seule, de peur de rencontrer l'animal. En revenant vers nos sacs de couchage, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec notre sanglier. J'étais pétrifié et ne savais pas quoi faire. Tout à coup, ma cousine a poussé un énorme cri de panique et s'est mise à courir. Je savais que ce n'était pas la meilleure réaction, mais j'ai suivi ma cousine. En me retournant, j'ai réalisé que le sanglier avait fui dans l'autre sens. Il avait eu peur de nous. Le lendemain, au petit déjeuner, nous plaisantions sur cette péripétie. Cependant, Charlotte, qui écoutait notre histoire, ne croyait pas un seul mot de ce qu'on lui racontait. Parfait. Maintenant que tu as fini ton exercice, je te propose de réécouter l'histoire, cette fois-ci avec la transcription complète, avec la transcription intégrale. Troisième écoute. Nuit à la belle étoile. Il y a bien longtemps, lorsque j'étais encore adolescent, je me trouvais en vacances chez ma cousine qui habite Saint-Étienne, une ville du centre de la France. Clémentine, c'est le prénom de ma cousine, m'a alors proposé de faire une randonnée en forêt avec son petit ami Brice, qui est devenu par la suite son mari, et Charlotte, une amie à elle. J'étais le plus jeune du groupe. Les 3 autres avaient 18 ans, ils étaient déjà étudiants à l'université, tandis que moi, je n'avais que 15 ans et je n'étais qu'au lycée. Après une longue journée de marche sur les sentiers, nous sommes arrivés au bivouac. Nous avons dîné, puis nous nous sommes installés dans nos sacs de couchage. Pour la première fois de ma vie, j'allais dormir à la belle étoile. J'étais sur le point de m'endormir quand, soudain, un énorme bruit m'a réveillé, celui d'un sanglier. Il a approché son museau de mon sac de couchage et a commencé à me renifler. J'étais terrifié. Je me suis caché au fond du sac. Ma cousine et son fiancé
était également effrayée. Quant à Charlotte, elle dormait à poings fermés. Puis, le sanglier a disparu. Quelque temps plus tard, j'ai accompagné ma cousine au petit coin. Évidemment, elle ne voulait pas y aller seule, de peur de rencontrer l'animal. En revenant vers nos sacs de couchage, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec notre sanglier. J'étais pétrifié et ne savais pas quoi faire. Tout à coup, ma cousine a poussé un énorme cri de panique et s'est mise à courir. Je savais que ce n'était pas la meilleure réaction, mais j'ai suivi ma cousine. En me retournant, j'ai réalisé que le sanglier avait fui dans l'autre sens. Il avait eu peur de nous. Le lendemain, au petit déjeuner, nous plaisantions sur cette péripétie. Cependant, Charlotte, qui écoutait notre histoire, ne croyait pas un seul mot de ce qu'on lui racontait. Le poisson d'avril. L'histoire est une réminiscence. Elle se passe dans les années 80. Ce jour-là, c'était le 1er avril. Chaque année, ma mère aimait concocter pour cette occasion un poisson d'avril. Cette année-là, sa victime était l'une de ses meilleures copines, Dolores. Dolores était espagnole, originaire de la ville de Malaga. Depuis quelques jours, un cirque s'était installé dans la petite ville où nous habitions. Ma mère téléphona à Dolores et lui annonça, avec une pointe d'inquiétude, « Allô, Dolores ? Je ne veux pas t'effrayer, mais ils ont annoncé à la radio qu'un tigre s'est échappé du cirque. Fais attention à toi, s'il te plaît. » La réponse de Dolores fut immédiate. « Comment ? Ma mère est seule dans les jardins ?» Sans même prendre le temps de raccrocher le combiné, elle se précipita dans son jardin en criant « Maman ! Maman !» Voyant que sa blague avait eu un impact bien plus fort que prévu, ma mère se sentit obligée de rassurer Dolores en lui annonçant immédiatement « Poisson d'avril !» Notre amie andalouse était quelque peu déconcertée. En effet, en Espagne, on ne fait pas ce genre de farce le 1er avril, mais le 28 décembre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelque chose de plus drôle encore allait se produire. Quelque temps plus tard, Dolores appela Michel, son mari, pour lui raconter cette drôle d'histoire. Cependant, Michel, qui travaillait comme charpentier de marine dans un atelier bruyant, n'entendit que la moitié du message et crut qu'un tigre s'était réellement échappé du cirque. Les collègues de l'atelier, inquiets, essayèrent tour à tour d'appeler leur famille. Ainsi, la rumeur d'un tigre en liberté se propagea dans toute la petite ville. Le lendemain, le journal local fut contraint de publier un démenti pour préciser qu'il ne s'agissait que d'un canular dont l'auteur restait inconnu. C'est bon ? Tu penses avoir compris 90% de l'histoire ? 80% ? 70% ? Bon, tout ceci dépend naturellement de ton niveau de compréhension orale. Mais encore une fois, ne t'inquiète pas parce que je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre la totalité de l'histoire. Maintenant, nous allons faire une deuxième écoute avec, souviens-toi, un sous-titrage partiel. Il va falloir que tu retrouves les mots clés. Donc, concentre-toi bien sur les mots clés. Le poisson d'avril. L'histoire est une réminiscence. Elle se passe dans les années 80. Ce jour-là, c'était le 1er avril. Chaque année, ma mère aimait concocter pour cette occasion un poisson d'avril. Cette année-là, sa victime était l'une de ses meilleures copines, Dolores. Dolores était espagnole, originaire de la ville de Malaga. Depuis quelques jours, un cirque s'était installé dans la petite ville où nous habitions. Ma mère téléphona à Dolores et lui annonça, avec une pointe d'inquiétude, « Allô, Dolores ? Je ne veux pas t'effrayer, mais ils ont annoncé à la radio qu'un tigre s'est échappé du cirque. Fais attention à toi, s'il te plaît. »
La réponse de Dolores fut immédiate. Comment? Ma mère est seule dans les jardins? Sans même prendre le temps de raccrocher le combiné, elle se précipita dans son jardin en criant « Maman! Maman! » Voyant que sa blague avait eu un impact bien plus fort que prévu, ma mère se sentit obligée de rassurer Dolores en lui annonçant immédiatement « Poisson d'avril !» Notre amie andalouse était quelque peu déconcertée. En effet, en Espagne, on ne fait pas ce genre de farce le 1er avril, mais le 28 décembre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelque chose de plus drôle encore allait se produire. Quelque temps plus tard, Dolores appela Michel, son mari, pour lui raconter cette drôle d'histoire. Cependant, Michel, qui travaillait comme charpentier de marine dans un atelier bruyant, n'entendit que la moitié du message et crut qu'un tigre s'était réellement échappé du cirque. Les collègues de l'atelier, inquiets, essayèrent tour à tour d'appeler leur famille. Ainsi, la rumeur d'un tigre en liberté se propagea dans toute la petite ville. Le lendemain, le journal local fut contraint de publier un démenti pour préciser qu'il ne s'agissait que d'un canular dont l'auteur restait inconnu. Alors, comment ça a été? Donc, on va réécouter ce document, cette fois-ci avec le sous-titrage intégral, pour vérifier si tes réponses sont correctes. Allez, on vérifie ça tout de suite. Le poisson d'avril. L'histoire est une réminiscence. Elle se passe dans les années 80. Ce jour-là, c'était le 1er avril. Chaque année, ma mère aimait concocter pour cette occasion un poisson d'avril. Cette année-là, sa victime était l'une de ses meilleures copines, Dolores. Dolores était espagnole, originaire de la ville de Malaga. Depuis quelques jours, un cirque s'était installé dans la petite ville où nous habitions. Ma mère téléphona à Dolores et lui annonça, avec une pointe d'inquiétude, « Allô, Dolores ? Je ne veux pas t'effrayer, mais ils ont annoncé à la radio qu'un tigre s'est échappé du cirque. Fais attention à toi, s'il te plaît. » La réponse de Dolores fut immédiate. « Comment? Ma mère est seule dans les jardins? » Sans même prendre le temps de raccrocher le combiné, elle se précipita dans son jardin en criant « Maman! Maman! » Voyant que sa blague avait eu un impact bien plus fort que prévu, ma mère se sentit obligée de rassurer Dolores en lui annonçant immédiatement « Poisson d'avril !» Notre amie andalouse était quelque peu déconcertée. En effet, en Espagne, on ne fait pas ce genre de farce le 1er avril, mais le 28 décembre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelque chose de plus drôle encore allait se produire. Quelque temps plus tard, Dolores appela Michel, son mari, pour lui raconter cette drôle d'histoire. Cependant, Michel, qui travaillait comme charpentier de marine dans un atelier bruyant, n'entendit que la moitié du message et crut qu'un tigre s'était réellement échappé du cirque. Les collègues de l'atelier, inquiets, essayèrent tour à tour d'appeler leur famille. Ainsi, la rumeur d'un tigre en liberté se propagea dans toute la petite ville. Le lendemain, le journal local fut contraint de publier un démenti pour préciser qu'il ne s'agissait que d'un canular dont l'auteur restait inconnu. Cette histoire se déroule à l'époque où j'étais jeune professeur de français au Venezuela. Ce matin-là, je me trouvais à la banque. C'était la fin du mois et je venais de recevoir ma paie. À cette époque, il fallait présenter le chèque émis par notre employeur pour retirer l'intégralité de notre salaire mensuel. J'étais donc de bonne humeur et me dirigeais vers le guichet pour déposer mon chèque d'un montant de 624 000 bolivars. Le bolivar, c'est la monnaie locale. La guichetière compte rapidement les billets devant moi
avant de me remettre l'argent. À mon tour, je vérifie en vitesse la somme qui m'a été remise. Le compte est bon, je la remercie et je pars pour le travail. À la fin de la journée, des collègues qui étaient également professeurs de français et tout aussi heureux que moi d'avoir reçu leur paie, m'ont alors proposé d'aller prendre un pot dans un bar. Au moment de régler l'addition, j'ai discrètement sorti ma liasse de billets et il m'a semblé que j'avais plus d'argent que prévu. Je n'y ai pas prêté plus d'attention à ce moment-là. De retour chez moi, j'ai commencé à recompter l'argent en disposant des piles sur mon lit comme dans les films de gangsters. Au lieu des 624 000 bolivars attendus, il y avait plus de 1 200 000 bolivars, pratiquement le double. J'ai rapidement réalisé que la guichetière et moi avions commis la même erreur en comptant l'argent. Au lieu de me donner 60 coupures de 10 000 bolivars, elle m'avait donné 60 coupures de 20 000 bolivars. J'ai alors réfléchi à ce que je devais faire. C'était comme si un petit diable et un petit ange ferraillaient à l'intérieur de ma tête. « Tu dois rendre cet argent, il ne t'appartient pas !» suppliait le petit ange. « Mais non, garde-le !» rétorquait le diablotin. « Tu sais à quel point il est difficile de gagner sa vie. Pour une fois que la chance est de ton côté, profite-en un peu. Pense plutôt à cette pauvre guichetière, elle risque d'être tenue pour responsable. » J'ai pris ma décision, pensai-je. Je vais rapporter l'argent à la banque ce matin en première heure. Je m'y suis donc rendu le lendemain et j'ai exigé à m'entretenir avec le directeur. Par précaution, je lui ai demandé un document signé de sa main avec le cachet de la banque attestant que suite à une erreur de leur part, j'avais restitué l'argent. Enfin, le directeur m'a vivement remercié. Je ne sais toujours pas si j'ai agi ce jour-là par peur ou par honnêteté. Toutefois, en sortant de la banque, je me sentais serein d'avoir fait le juste choix et cela n'avait aucun prix. C'est bon ? Donc pour commencer, je te propose cette question qui va te permettre de vérifier si tu as bien réussi la compréhension globale du document. Donc la question, c'est quelle phrase résume le mieux cette histoire? Il y a 4 possibilités. Je te les lis. Réponse A. Après avoir accidentellement reçu le double de son salaire à la banque, Jordi décide de garder l'argent supplémentaire, estimant que cela compensait les difficultés financières qu'il avait rencontrées. Réponse B. Jordi découvre qu'il a été payé 2 fois moins que le montant dû après avoir compté son argent chez lui et retourne à la banque le lendemain pour demander le reste de son salaire. Donc ça, c'est ma réponse B. Réponse C. Suite à une erreur de la banque, Jordi reçoit un montant double de son salaire et, après avoir hésité, il choisit de retourner l'excédent à la banque. Finalement, il est soulagé d'avoir fait le bon choix. Et réponse D. Jordi utilise l'argent supplémentaire reçu par erreur de la banque pour organiser une fête avec ses collègues, justifiant que le coup de chance était bien mérité après des années de travail acharné. Le travail acharné, c'est un travail long et dur. Donc, quelle est la bonne réponse? Quelle phrase résume le mieux notre histoire? Tu l'as deviné? La bonne réponse, c'était la réponse C. D'accord? La banque m'a donné trop d'argent, pratiquement le double de mon salaire, et après une petite hésitation, j'ai décidé de rendre cet argent. Allez, super. Maintenant, on va réécouter notre histoire, d'accord? Avec les sous-titres partiels, avec des espaces en blanc qui correspondent aux mots-clés. Je te demande de te concentrer sur ces espaces en blanc. Pour faire cet exercice, je te recommande de travailler avec le PDF que je t'ai donné. Cette histoire
se déroule à l'époque où j'étais jeune professeur de français au Venezuela. Ce matin-là, je me trouvais à la banque. C'était la fin du mois et je venais de recevoir ma paie. À cette époque, il fallait présenter le chèque émis par notre employeur pour retirer l'intégralité de notre salaire mensuel. J'étais donc de bonne humeur et me dirigeais vers le guichet pour déposer mon chèque d'un montant de 624 000 bolivars. Le bolivar, c'est la monnaie locale. La guichetière compte rapidement les billets devant moi avant de me remettre l'argent. À mon tour, je vérifie en vitesse la somme qui m'a été remise. Le compte est bon, je la remercie et je pars pour le travail. À la fin de la journée, des collègues qui étaient également professeurs de français et tout aussi heureux que moi d'avoir reçu leur paie, m'ont alors proposé d'aller prendre un pot dans un bar. Au moment de régler l'addition, j'ai discrètement sorti ma liasse de billets et il m'a semblé que j'avais plus d'argent que prévu. Je n'y ai pas prêté plus d'attention à ce moment-là. De retour chez moi, j'ai commencé à recompter l'argent en disposant des piles sur mon lit comme dans les films de gangsters. Au lieu des 624 000 bolivars attendus, il y avait plus de 1 200 000 bolivars, pratiquement le double. J'ai rapidement réalisé que la guichetière et moi avions commis la même erreur en comptant l'argent. Au lieu de me donner 60 coupures de 10 000 bolivars, elle m'avait donné 60 coupures de 20 000 bolivars. J'ai alors réfléchi à ce que je devais faire. C'était comme si un petit diable et un petit ange ferraillaient à l'intérieur de ma tête. « Tu dois rendre cet argent, il ne t'appartient pas !» suppliait le petit ange. « Mais non, garde-le !» rétorquait le diablotin. « Tu sais à quel point il est difficile de gagner sa vie. Pour une fois que la chance est de ton côté, profite-en un peu. Pense plutôt à cette pauvre guichetière, elle risque d'être tenue pour responsable. J'ai pris ma décision, pensai-je. Je vais rapporter l'argent à la banque ce matin en première heure. Je m'y suis donc rendu le lendemain et j'ai exigé à m'entretenir avec le directeur. Par précaution, je lui ai demandé un document signé de sa main avec le cachet de la banque, attestant que suite à une erreur de leur part, j'avais restitué l'argent. Enfin, le directeur m'a vivement remercié. Je ne sais toujours pas si j'ai agi ce jour-là par peur ou par honnêteté. Toutefois, en sortant de la banque, je me sentais serein d'avoir fait le juste choix et cela n'avait aucun prix. Alors comment a été cette deuxième partie? Tu penses avoir retrouvé les mots-clés de l'histoire? Ouais? Allez, on va vérifier tout de suite. Je te passe une troisième fois notre histoire et cette fois-ci, tu vas avoir l'intégralité des sous-titres. Tu vas pouvoir vérifier si tu avais trouvé les bons mots-clés. C'est parti. Cette histoire se déroule à l'époque où j'étais jeune professeur de français au Venezuela. Ce matin-là, je me trouvais à la banque. C'était la fin du mois et je venais de recevoir ma paie. À cette époque, il fallait présenter le chèque émis par notre employeur pour retirer l'intégralité de notre salaire mensuel. J'étais donc de bonne humeur et me dirigeais vers le guichet pour déposer mon chèque d'un montant de 624 000 bolivars. Le bolivar, c'est la monnaie locale. La guichetière compte rapidement les billets devant moi avant de me remettre l'argent. À mon tour, je vérifie en vitesse la somme qui m'a été remise. Le compte est bon, je la remercie et je pars pour le travail. À la fin de la journée, des collègues qui étaient également professeurs de français et tout aussi heureux que moi d'avoir reçu leur paie, m'ont alors proposé d'aller prendre un pot dans un bar. Au moment de régler l'addition, j'ai discrètement sorti ma liasse de billets et il m'a semblé que j'avais plus d'argent que prévu. Je n'y ai pas prêté plus d'attention à ce moment-là.
De retour chez moi, j'ai commencé à recompter l'argent en disposant des piles sur mon lit comme dans les films de gangsters. Au lieu des 624 000 bolivars attendus, il y avait plus de 1 200 000 bolivars, pratiquement le double. J'ai rapidement réalisé que la guichetière et moi avions commis la même erreur en comptant l'argent. Au lieu de me donner 60 coupures de 10 000 bolivars, elle m'avait donné 60 coupures de 20 000 bolivars. J'ai alors réfléchi à ce que je devais faire. C'était comme si un petit diable et un petit ange ferraillaient à l'intérieur de ma tête. « Tu dois rendre cet argent, il ne t'appartient pas !» suppliait le petit ange. « Mais non, garde-le !» rétorquait le diablotin. « Tu sais à quel point il est difficile de gagner sa vie. Pour une fois que la chance est de ton côté, profites-en un peu. Pense plutôt à cette pauvre guichetière, elle risque d'être tenue pour responsable. » J'ai pris ma décision, pensai-je. Je vais rapporter l'argent à la banque ce matin en première heure. Je m'y suis donc rendu le lendemain et j'ai exigé à m'entretenir avec le directeur. Par précaution, je lui ai demandé un document signé de sa main avec le cachet de la banque attestant que suite à une erreur de leur part, j'avais restitué l'argent. Enfin, le directeur m'a vivement remercié. Je ne sais toujours pas si j'ai agi ce jour-là par peur ou par honnêteté. Toutefois, en sortant de la banque, je me sentais serein d'avoir fait le juste choix et cela n'avait aucun prix. L'échappée nocturne. Nous étions au milieu des années 90. À cette époque, j'étais interne dans un lycée bordelais. Comme tous les soirs, au moment du dîner, nous étions tous à la cantine. Mais ce soir-là, j'étais particulièrement ravi d'être à la même table que Mathilda et de sa copine Camille. J'en pinçais pour Mathilda, et elle le savait. Cependant, pour elle, je n'étais qu'un bon copain. Elle répétait souvent qu'elle me trouvait amusant. William, un camarade, a alors lancé aux filles, sur le ton de la plaisanterie, « Et si nous nous retrouvions cette nuit ?» Nous avons tous ri car nous savions que cela était strictement interdit par le règlement et qu'une extinction des feux avait lieu tous les soirs à 22 heures. À ma grande surprise, Mathilda et Camille ont accepté le défi. Nous nous sommes donc mis d'accord pour nous retrouver à 00h30 devant la sortie de secours de l'internat des filles. Je n'avais jamais fait le mur auparavant, mais j'étais prêt à tout pour impressionner Mathilda. Alors que William et moi feignions de dormir, nous sommes sortis à 00h10 du dortoir des garçons. Le dortoir des filles était situé de l'autre côté de notre lycée qui s'étendait sur 12 hectares et, pour l'atteindre, il fallait traverser un petit parc. De peur d'être repérés, nous avancions en longeant les murs et en évitant les lampadaires encore allumés. Soudain, nous avons aperçu le conseiller d'éducation, Monsieur Solaire. Il lui arrivait de patrouiller avec sa voiture, phare allumé, pour s'assurer que le couvre-feu était bien respecté. Cependant, nous ne l'avions jamais vu à une heure aussi tardive. Nous nous sommes rapidement cachés derrière un buisson. Enfin, nous sommes arrivés juste à l'heure au pied du dortoir des filles. Nous avons attendu 10 minutes, puis 20, et il a commencé à pleuvoir abondamment. Complètement trempés, nous sommes retournés au dortoir des garçons où nos camarades n'ont pas manqué de se moquer de nous. Le lendemain, au petit déjeuner, Mathilda m'a accueilli avec un grand sourire. Elle ne comprenait pas pourquoi, pour la première fois de ma vie, je lui faisais la tête. Pour elle, notre rendez-vous n'était qu'une blague et elle ne l'avait pas prise au sérieux. Elle m'a alors proposé un deuxième rendez-vous pour se faire pardonner. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai refusé. Super!
Donc maintenant, je vais te passer ce document une deuxième fois, d'accord? Et tu vas devoir te concentrer sur les mots clés, c'est-à-dire tous les espaces que j'ai laissés en blanc dans la transcription. Donc concentre-toi sur ces mots-là. Deuxième écoute. L'échappée nocturne. Nous étions au milieu des années 90. À cette époque, j'étais interne dans un lycée bordelais. Comme tous les soirs, au moment du dîner, nous étions tous à la cantine. Mais ce soir-là, j'étais particulièrement ravi d'être à la même table que Mathilda et de sa copine Camille. J'en pinçais pour Mathilda, et elle le savait. Cependant, pour elle, je n'étais qu'un bon copain. Elle répétait souvent qu'elle me trouvait amusant. William, un camarade, a alors lancé aux filles, sur le ton de la plaisanterie, « Et si nous nous retrouvions cette nuit ?» Nous avons tous ri car nous savions que cela était strictement interdit par le règlement et qu'une extinction des feux avait lieu tous les soirs à 22h. À ma grande surprise, Mathilda et Camille ont accepté le défi. Nous nous sommes donc mis d'accord pour nous retrouver à minuit 30 devant la sortie de secours de l'internat des filles. Je n'avais jamais fait le mur auparavant, mais j'étais prêt à tout pour impressionner Mathilda. Alors que William et moi feignions de dormir, nous sommes sortis à minuit 10 du dortoir des garçons. Le dortoir des filles était situé de l'autre côté de notre lycée qui s'étendait sur 12 hectares et, pour l'atteindre, il fallait traverser un petit parc. De peur d'être repérés, nous avancions en longeant les murs et en évitant les lampadaires encore allumés. Soudain, nous avons aperçu le conseiller d'éducation, Monsieur Solaire. Il lui arrivait de patrouiller avec sa voiture, phare allumé, pour s'assurer que le couvre-feu était bien respecté. Cependant, nous ne l'avions jamais vu à une heure aussi tardive. Nous nous sommes rapidement cachés derrière un buisson. Enfin, nous sommes arrivés juste à l'heure au pied du dortoir des filles. Nous avons attendu 10 minutes, puis 20, et il a commencé à pleuvoir abondamment. Complètement trempés, nous sommes retournés au dortoir des garçons où nos camarades n'ont pas manqué de se moquer de nous. Le lendemain, au petit déjeuner, Mathilda m'a accueilli avec un grand sourire. Elle ne comprenait pas pourquoi, pour la première fois de ma vie, je lui faisais la tête. Pour elle, notre rendez-vous n'était qu'une blague et elle ne l'avait pas prise au sérieux. Elle m'a alors proposé un deuxième rendez-vous pour se faire pardonner. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai refusé. Génial! J'espère que tu as pu remplir un maximum d'espace que j'ai laissé en blanc. On va vérifier ça tout de suite avec cette troisième écoute. Alors cette fois-ci, tu vas avoir la transcription intégrale avec tous les mots-clés. Est-ce que tu les as trouvés? L'échappée nocturne. Nous étions au milieu des années 90. À cette époque, j'étais interne dans un lycée bordelais. Comme tous les soirs, au moment du dîner, nous étions tous à la cantine. Mais ce soir-là, j'étais particulièrement ravi d'être à la même table que Mathilda et de sa copine Camille. J'en pinçais pour Mathilda, et elle le savait. Cependant, pour elle, je n'étais qu'un bon copain. Elle répétait souvent qu'elle me trouvait amusant. William, un camarade, a alors lancé aux filles, sur le ton de la plaisanterie, « Et si nous nous retrouvions cette nuit ?» Nous avons tous ri car nous savions que cela était strictement interdit par le règlement et qu'une extinction des feux avait lieu tous les soirs à 22h. À ma grande surprise, Mathilda et Camille ont accepté le défi. Nous nous sommes donc mis d'accord pour nous retrouver à minuit 30 devant la sortie de secours de l'internat des filles. Je n'avais jamais fait le mur auparavant, mais j'étais prêt à tout pour impressionner Mathilda. Alors que William et moi feignions de dormir,
nous sommes sortis à minuit 10 du dortoir des garçons. Le dortoir des filles était situé de l'autre côté de notre lycée qui s'étendait sur 12 hectares et, pour l'atteindre, il fallait traverser un petit parc. De peur d'être repérés, nous avancions en longeant les murs et en évitant les lampadaires encore allumés. Soudain, nous avons aperçu le conseiller d'éducation, Monsieur Solaire. Il lui arrivait de patrouiller avec sa voiture, phare allumé, pour s'assurer que le couvre-feu était bien respecté. Cependant, nous ne l'avions jamais vu à une heure aussi tardive. Nous nous sommes rapidement cachés derrière un buisson. Enfin, nous sommes arrivés juste à l'heure au pied du dortoir des filles. Nous avons attendu 10 minutes, puis 20, et il a commencé à pleuvoir abondamment. Complètement trempés, nous sommes retournés au dortoir des garçons où nos camarades n'ont pas manqué de se moquer de nous. Le lendemain, au petit déjeuner, Mathilda m'a accueilli avec un grand sourire. Elle ne comprenait pas pourquoi, pour la première fois de ma vie, je lui faisais la tête. Pour elle, notre rendez-vous n'était qu'une blague et elle ne l'avait pas prise au sérieux. Elle m'a alors proposé un deuxième rendez-vous pour se faire pardonner. Mais cette fois-ci, c'est moi qui ai refusé. La nouvelle coqueluche. Comme chaque matin, Tao, un jeune Chinois étudiant le français, prenait le métro pour se rendre à l'école de langue. Mais ce jour-là, Tao était particulièrement joyeux car une belle matinée ensoleillée éclairait les briques roses de la ville de Toulouse. En sortant de la bouche de métro, et alors qu'il se dirigeait vers l'école, un attroupement attira l'attention de Tao. Le quartier semblait plus animé que d'habitude. Un homme casqué était cloué au sol. D'autres hommes le maintenaient dans cette position. Beaucoup de passants observaient la scène. Tao pensa d'abord qu'il s'agissait du tournage d'un film. Il cherchait alors les caméras, les projecteurs, le perchman, mais ne vit rien de tout cela. C'est alors qu'il comprit. Il s'agissait d'une véritable tentative de braquage d'une bijouterie. Soudain, un autre homme casqué s'échappa et prit la fuite. N'écoutant que son courage, Tao se mit à courir derrière lui. Le brigand s'engouffra dans une ruelle qui menait à la cathédrale Saint-Étienne. Nerveux, l'homme chuta. Le jeune étudiant chinois réussit à l'attraper et le plaqua au sol. Tao cria « Aidez-moi! C'est un voleur !» À ces mots, d'autres personnes vinrent aider Tao à maintenir le délinquant au sol. La police ne tarda pas. Elle menotta le malfaiteur et l'embarqua dans une voiture de patrouille. Finalement, Tao retourna à l'école, il raconta son histoire aux autres étudiants et à ses professeurs. Tao devint la coqueluche de la classe et de toute l'école. Tous ses camarades étaient très fiers de lui. C'est bon? Ça s'est bien passé? Alors maintenant, j'ai une petite surprise pour toi. C'est un petit quiz. Alors pourquoi je ne t'ai pas dit que tu allais être interrogé sur cette première écoute? Parce que je suis sûr que si je t'avais dit que tu allais être interrogé, je te connais, tu aurais commencé à vouloir comprendre tous les détails, tu aurais été stressé et moi je voulais absolument que tu sois détendu lors de cette première écoute. Alors c'est un tout petit quiz, il va simplement y avoir 3 questions, d'accord? Et je vais te laisser à chaque fois 5 secondes pour réfléchir. Première question. Quel est le thème principal de l'histoire racontée? Est-ce que c'est la vie quotidienne de Tao à Toulouse? Réponse A. Est-ce que c'est un événement exceptionnel vécu par Tao? Réponse B. Réponse C. Est-ce que c'est la description de la ville de Toulouse? Et réponse D. Ce sont les cours de langue suivis par Tao. Quel est le thème principal
de cette histoire. Tu as 5 secondes. Et la bonne réponse, c'était la réponse B. Cette histoire parlait d'un événement exceptionnel que Tao a vécu. Deuxième question. Quel est le lieu principal où se déroule l'action de l'histoire? Est-ce que c'est dans une salle de classe? Est-ce que c'est dans une bijouterie? Est-ce que c'est dans les rues de Toulouse? Ou est-ce que c'est dans le métro? Réponse A, B, C ou D. 5 secondes. Et oui, c'est vrai que nous avons parlé d'une bijouterie et du métro, mais l'histoire se passe dans les rues de Toulouse. Troisième et dernière question. Comment Tao est-il perçu par ses camarades après cet événement? Est-ce qu'ils sont jaloux de lui? Est-ce qu'ils sont indifférents? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont fiers de lui? Et la réponse D, est-ce qu'ils sont inquiets pour lui? Tu as 5 secondes pour réfléchir. Et oui, évidemment, ses camarades de classe sont très fiers de Tao. Donc tu vois, après une première écoute, même si tu ne comprends pas tous les petits détails, même si tu ne comprends pas tous les mots, tu dois être capable de comprendre les grandes lignes d'une histoire. Où c'était, quand c'était, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce que nous, les professeurs de langue, appelons la compréhension globale d'une histoire. Allez, je vais te passer maintenant la deuxième écoute avec la transcription partielle et des espaces en blanc qui correspondent aux mots-clés. Concentre-toi sur ces mots-clés. C'est parti. La nouvelle coqueluche. Comme chaque matin, Tao, un jeune Chinois étudiant le français, prenait le métro pour se rendre à l'école de langue. Mais ce jour-là, Tao était particulièrement joyeux car une belle matinée ensoleillée éclairait les briques roses de la ville de Toulouse. En sortant de la bouche de métro, et alors qu'il se dirigeait vers l'école, un attroupement attira l'attention de Tao. Le quartier semblait plus animé que d'habitude. Un homme casqué était cloué au sol. D'autres hommes le maintenaient dans cette position. Beaucoup de passants observaient la scène. Tao pensa d'abord qu'il s'agissait du tournage d'un film. Il cherchait alors les caméras, les projecteurs, le perchman, mais ne vit rien de tout cela. C'est alors qu'il comprit. Il s'agissait d'une véritable tentative de braquage d'une bijouterie. Soudain, un autre homme casqué s'échappa et prit la fuite. N'écoutant que son courage, Tao se mit à courir derrière lui. Le brigand s'engouffra dans une ruelle qui menait à la cathédrale Saint-Étienne. Nerveux, l'homme chuta. Le jeune étudiant chinois réussit à l'attraper et le plaqua au sol. Tao cria « Aidez-moi! C'est un voleur !» À ces mots, d'autres personnes vinrent aider Tao à maintenir le délinquant au sol. La police ne tarda pas. Elle menotta le malfaiteur et l'embarqua dans une voiture de patrouille. Finalement, Tao retourna à l'école, il raconta son histoire aux autres étudiants et à ses professeurs. Tao devint la coqueluche de la classe et de toute l'école. Tous ses camarades étaient très fiers de lui. Alors, comment ça s'est passé? Tu penses avoir trouvé le maximum de mots-clés? Ouais? Allez, on vérifie ça tout de suite. Troisième écoute. La nouvelle coqueluche. Comme chaque matin, Tao, un jeune Chinois étudiant le français, prenait le métro pour se rendre à l'école de langue. Mais ce jour-là, Tao était particulièrement joyeux car une belle matinée ensoleillée éclairait les briques roses de la ville de Toulouse. En sortant de la bouche de métro, et alors qu'il se dirigeait vers l'école, un attroupement attira l'attention de Tao. Le quartier semblait plus animé que d'habitude.
Un homme casqué était cloué au sol. D'autres hommes le maintenaient dans cette position. Beaucoup de passants observaient la scène. Tao pensa d'abord qu'il s'agissait du tournage d'un film. Il cherchait alors les caméras, les projecteurs, le perchman, mais ne vit rien de tout cela. C'est alors qu'il comprit. Il s'agissait d'une véritable tentative de braquage d'une bijouterie. Soudain, un autre homme casqué s'échappa et prit la fuite. N'écoutant que son courage, Tao se mit à courir derrière lui. Le brigand s'engouffra dans une ruelle qui menait à la cathédrale Saint-Étienne. Nerveux, l'homme chuta. Le jeune étudiant chinois réussit à l'attraper et le plaqua au sol. Tao cria « Aidez-moi! C'est un voleur !» À ces mots, d'autres personnes vinrent aider Tao à maintenir le délinquant au sol. La police ne tarda pas. Elle menotta le malfaiteur et l'embarqua dans une voiture de patrouille. Finalement, Tao retourna à l'école, il raconta son histoire aux autres étudiants et à ses professeurs. Tao devint la coqueluche de la classe et de toute l'école. Tous ses camarades étaient très fiers de lui.